suis ravie de vous rencontrer aujourd'hui pour vous parler des métiers de la magistrature. Donc, comme l'indiquait Madame Bousselat, donc moi je suis magistrate et ce depuis 2007, donc ça commence à faire un certain nombre d'années. Et depuis bientôt 6 ans, je m'occupe uniquement de la formation des futurs magistrats. Je travaille donc pour l'école de la magistrature. Dans le cadre de mes fonctions, c'est un détachement. Donc, je suis actuellement affectée à l'école et ce jusqu'en septembre 2025. Et là, je quitterai l'école de la magistrature pour revenir travailler en juridiction. Donc, j'ai exercé dans plusieurs tribunaux, à Lille, à Béthune, à Lens. Je vais vous faire part un petit peu de cette expérience et surtout vous présenter tout le panel que va vous offrir le métier de magistrat, puisqu'en fait, ce n'est pas un métier, magistrat, ce sont des métiers. Et donc, c'est aussi la possibilité de pouvoir se renouveler pendant toute sa carrière professionnelle. Et vous verrez que ça, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement précieux. Alors, donc, tout d'abord, quelles sont les opportunités qui sont à saisir actuellement On est actuellement dans une vague de recrutement extrêmement importante. Et donc, il faut savoir que nous sommes actuellement dans un objectif de recrutement massif de magistrats, puisque le gouvernement a annoncé qu'il y aurait d'ici la fin du quinquennat, donc en 2027, plus 1500 magistrats nets, donc en comptant également les départs en retraite. Donc, ça implique de très importants recrutements et l'ENM a dû s'organiser pour former de plus en plus de magistrats. Il faut savoir qu'on a été sur des promotions qui étaient aux alentours de 250-300 auditeurs de justice et qu'actuellement on est sur des promotions qui sont à peu près à 470 auditeurs de justice. Donc là on est sur des très grosses promotions. Donc logiquement à partir de 2026 on devait revenir sur des niveaux de recrutement à peu près comme ceux qu'on connaissait avant, donc à peu près des promos de 300. Mais il est possible que ces recrutements massifs se pérennisent, puisque de toute façon la justice vit une crise structurelle avec un manque d'effectifs. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu les chiffres. Au niveau européen, on est vraiment à la traîne concernant le nombre de magistrats et de procureurs par habitant. Donc il y a un vrai sujet, puisqu'il y a de plus en plus de population, de plus en plus de délinquance, une délinquance parfois astucieuse. Et vous avez peut-être suivi les déclarations qui ont été faites par le dernier ministre de la Justice en date, sur notamment la nécessité de lutter contre le narcotrafic et la criminalité organisée. Donc, tout ça pour vous dire qu'il y a beaucoup de travail. Donc, c'est un métier qui embauche, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et vous pouvez voir que l'essentiel des recrutements se font par le biais du premier concours. Alors, le premier concours, c'est justement celui qui vous intéresse, c'est celui qui est dédié aux étudiants, qu'on peut passer à partir du Master 1. La plupart le passent à partir du Master 2. On en parlera un petit peu après. Mais ce que vous pouvez constater, c'est que l'essentiel des places, donc sur les camemberts, ça correspond au vert clair, là, au bleu vert clair. Donc, l'essentiel des postes proposés, ce sont des postes du premier concours. Beaucoup moins déjà pour le deuxième concours, qui est le concours pour schématiser, destiné aux agents publics, fonctionnaires. Et le troisième concours, ce sont des gens qui travaillent depuis un certain nombre d'années. C'est plus pour le secteur privé. Donc là, on voit que c'est assez marginal, le troisième concours. Et que par contre, beaucoup de postes offerts au titre du premier concours et un nombre qui est en constante augmentation. Alors, ce qui fait que mathématiquement, il y a plus de place, donc il y a plus de réussite aussi. Et actuellement, le taux de réussite, donc là on a un taux de sélectivité en 2023 qui était aux alentours de 14%. Donc à peu près une personne sur 9 qui était admise. Et là, on a un taux de sélectivité qui augmente. Donc sur le dernier concours, moi j'ai calculé qu'on était juste en dessous de 20%. Donc ça veut dire en gros que si vous préparez bien le concours, que vous allez à toutes les épreuves, vous avez à peu près 20% de chance, un petit peu moins, mais on n'est pas très loin de ça. Donc c'est un concours qui est difficile, je ne vous dis pas le contraire. Donc il faut se préparer, il faut travailler bien évidemment. Mais il n'est pas du tout irréaliste de penser qu'il soit possible de le réussir. Donc,
par expérience, puisque maintenant je suis de très nombreux futurs magistrats dans le cadre de leurs études, la plupart me disent qu'ils ont passé le concours 2 fois, voire 3 fois, donc il ne faut pas se décourager. Donc ça, c'est quelque chose qui est important. Parfois, ça marche du premier coup, parfois, ça ne marche pas du premier coup, mais en tout cas, vous préparez probablement d'autres concours en même temps que la magistrature et rien ne vous empêche de partir sur un autre cursus et de repasser le concours l'année d'après ou même dans le cadre du 2e concours au bout de quelques années d'exercice. Si par exemple vous avez le concours de directeur de greffe, rien ne vous empêche au bout de quelques années de réintégrer la magistrature par le 2e concours qui est quand même beaucoup plus facile que le premier concours. Donc, en fait, pour entrer dans la magistrature, il y a la voie royale, qui est celle du premier concours, mais il y a aussi plein de voies d'admission parallèles. Et je vous parlerai après également du concours professionnel qui va être mis en place, qui va remplacer les voies d'accès parallèles et qui va être accessible très facilement à des professionnels du secteur privé. Donc, on recrute. Donc, ça, c'est une bonne nouvelle. Et c'est donc un concours qui, si on le prépare sérieusement, va être parfaitement accessible. Alors, donc vous voyez un petit peu, je vous disais que les promotions, c'était assez varié. On a pu avoir des toutes petites promotions. Et là, sur la dernière promotion 2023, on était à 271 postes offerts. Et on est encore à plus sur l'année 2024 et l'année 2025. Alors, les métiers de magistrat, donc vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses, finalement, sous le vocable de magistrat. Vous allez pouvoir travailler au siège, comme magistrat du siège ou comme magistrat du parquet. Alors, le magistrat du siège, il y a plein de fonctions qui relèvent du magistrat du siège. On va les voir une par une. Je vais vous expliquer un petit peu pour chacune en quoi ça consiste. Donc, quand on est magistrat du siège, globalement, on est celui qui juge, qui décide, qui rend des décisions. Et le magistrat du parquet, c'est le magistrat qui est du ministère public. Alors on dit parquet pour la magistrature debout, donc ça veut dire que ce magistrat, lui, va être à l'audience en charge de demander une peine dans l'intérêt de la société. Donc ce n'est pas un magistrat qui va juger, qui va trancher les litiges, mais vous verrez qu'au parquet, on prend aussi énormément de décisions. On passe toutes ces journées à prendre des décisions sur l'orientation des suites pénales à donner suite à une infraction, sur des classements sans suite, sur la décision de déférer une personne devant le tribunal, sur le choix de l'opportunité des poursuites. Donc ça, c'est une des grandes divisions, donc le siège et le parquet, mais il faut savoir que tous les magistrats, que ce soit siège ou parquet, sont formés dans la même école en France. Ils sont tous formés à l'ENM. Ce n'est pas le cas dans tous les pays, parce que c'est vrai que le parquet, c'est une partie poursuivante. Finalement, il n'a pas la même neutralité que le magistrat du siège, qui lui juge en toute indépendance, mais pour autant, c'est le même corps de magistrats. On est tous formés de la même façon, et on peut très bien, dans une carrière, passer du siège au parquet et inversement. Alors, si vous devenez magistrat, vous pourrez aussi faire le choix de vous spécialiser s'il y a un domaine qui vous passionne, et vous pourrez aussi faire le choix d'avoir une carrière variée et de changer régulièrement. Alors, moi, je vois régulièrement des collègues qui décident tous les 3-4 ans de changer de fonction. Donc, au niveau du siège, ça va être la possibilité de devenir juge des enfants, juge d'application des peines, juge d'instruction, juge des contentieux de la protection, encore juge pénal, juge civil, ou même juge aux affaires familiales. Donc vous aurez vraiment cette possibilité de changer très régulièrement si vous le souhaitez. Donc ça, c'est bien quand on a tendance à s'ennuyer rapidement, quand on a rapidement l'impression d'avoir fait le tour du bocal et qu'on se dit qu'on ne se voit pas continuer trop longtemps là-dessus. Donc ça, c'est quand même une vraie opportunité. Et à côté de ça, il y a aussi des collègues, et j'en connais plein, qui ont une réelle passion pour une fonction dans la magistrature. Alors c'est toujours vrai, le plus souvent vrai pour les magistrats qui sont juges des enfants ou juges d'instruction. Il y en a qui adorent ça, qui ne se voient pas faire autre chose. Donc, ils font ça à peu près toute leur vie. La seule limite, c'est qu'on a une limite de 10 ans sur les fonctions spécialisées. Donc, ça veut dire qu'à l'issue des 10 ans, si vous ne voulez pas changer de fonction, vous devrez changer de tribunal.
rien ne vous empêche d'être 10 ans juge des enfants à Lille, après d'aller devenir juge des enfants à Douai ou à Arras, enfin sur le tribunal d'à côté, si vous voulez absolument conserver la même fonction. Donc on a le choix entre devenir finalement hyper pointu sur un domaine et se passionner pour un domaine, ou être plus éparpillé, on va dire, dans ses choix de carrière, en tout cas d'avoir plein de cordes à son arc, et aussi la possibilité de ne jamais s'ennuyer et sans arrêt se renouveler. Donc moi, là, à l'issue de mon détachement, j'ai demandé uniquement des fonctions que je n'ai jamais exercées. Donc je sais qu'au mois de septembre, je ferai un métier que j'ai jamais fait. Donc c'est un choix, hein. On n'est pas obligé de faire ce choix-là, mais en tout cas, on a la possibilité de le faire. Et ça, c'est hyper précieux, surtout quand on est déjà bien engagé dans sa carrière et qu'on a envie de faire un petit peu autre chose et puis d'avoir à nouveau des petits challenges au niveau professionnel. Alors, j'ai mis également une distinction entre travail intellectuel et action sur le terrain. Alors, c'est un petit peu schématique, hein, parce que c'est quand même toujours un travail intellectuel, je ne vais pas vous dire le contraire. Donc, il faut être un bon juriste, il faut connaître la procédure, il faut connaître les textes de loi. Alors, pas besoin d'être une encyclopédie, hein. On a nos codes, code de procédure, code civil, code pénal. On a un petit bouquin qui s'appelle Le Guide des infractions. Je pense que vous ne le connaissez pas. Ça, c'est quelque chose que j'ai connu quand je suis entrée dans la magistrature, qui nous permet d'avoir toutes les informations sur les différentes infractions, les peines applicables et les qualifications d'infractions. Donc, c'est toujours un travail intellectuel. Mais en fonction de ce que vous choisirez, vous pourrez être aussi très souvent sur le terrain, nouer des partenariats avec les enquêteurs, avec les services pénitentiaires, avec les services d'insertion et de probation, avec les services de l'aide sociale à l'enfance. Si vous êtes au parquet, vous vous déplacerez également sur les scènes de crime. Vous vous déplacerez pour les autopsies, vous vous déplacerez systématiquement en détention s'il y a un suicide en détention. Enfin, vous êtes vraiment au cœur de l'action et vraiment sur le terrain dans certaines fonctions. Par contre, si vous êtes, par exemple, juge civil, hein, que vous tranchez les litiges entre particuliers, là, vous irez en audience 1 ou 2 fois par semaine et puis vous repartirez avec votre pile de dossiers et l'essentiel de votre travail, ça sera de faire des recherches jurisprudentielles dans les bases de données pour rédiger des jugements. Donc là, c'est un travail qui est plus solitaire et qui est aussi, je dirais, peut-être un peu plus, qui peut vous apparaître un peu plus laborieux, mais c'est aussi un travail techniquement et intellectuellement vraiment intéressant. En tout cas, il y a ce choix-là et en fonction des temps de vie, ça vous permet aussi de vous adapter. Quand on est jeune, ça ne nous dérange pas d'être réveillé la nuit, par exemple. On peut être au parquet pour prendre les coups de fil des enquêteurs la nuit, pour faire des permanences de week-end. Et puis après, si on a envie d'être un petit peu plus tranquille, on peut prendre une fonction où on va être davantage en télétravail. Donc il y a vraiment aussi moyen de s'adapter aux différents temps de vie et aux choix de chacun. Donc ça, je trouve que c'est aussi extrêmement précieux. Alors le magistrat, donc le métier de magistrat, c'est pas un métier comme un autre. Alors c'est un métier, il faut l'envisager comme tel, hein, bien évidemment, mais c'est un métier un peu particulier, hein, puisqu'on en parle dans la Constitution. Il est gardien des libertés individuelles, et ça c'est quelque chose qui est très important aussi à une époque où nos démocraties sont quand même un peu secouées. Le magistrat, il rend la justice au nom du peuple français. Donc quand vous rendez une décision, vous vous effacez derrière la fonction, derrière le costume d'audience. D'ailleurs, vous avez toujours la robe en tant que magistrat. Et vous allez rendre la justice, non pas en votre nom, mais au nom du peuple français. Ça, c'est quand même une responsabilité qui va impliquer aussi en termes de déontologie et de respect d'un certain nombre de valeurs personnelles, que vous soyez en adéquation avec une certaine ligne de conduite. Donc il y a tout un recueil des obligations déontologiques du magistrat. Si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir sur le site du Conseil supérieur de la magistrature qui fait état de tout ça. Mais ça veut dire aussi que quand on est magistrat, il faut faire très attention à son image, y compris à l'extérieur du tribunal, faire très attention à tout ce qui peut circuler sur les réseaux sociaux. Donc ça veut dire que les comptes ils sont uniquement privés. Et vraiment, voilà, en tout cas, faire très très attention aussi à tout ce que vous pouvez diffuser concernant les affaires en cours sur les médias. Alors, je vous dis ça peut vous paraître un petit peu
voilà, un peu improbable, mais je suis des stagiaires magistrats, hein, ça fait partie intégrante de mon métier. Je m'occupe du suivi de leur stage juridictionnel, en fait. Donc, je les côtoie pendant 1 an, hein, pendant leur formation, et chaque année, il y a des problèmes liés aux réseaux sociaux par rapport à des jeunes qui vont parler d'affaires en cours, qui peut-être ont voulu se prévaloir de leur fonction de magistrat voilà, pour frimer un peu. Donc, bon, ce sont vraiment des choses sur lesquelles on est extrêmement vigilant et sur lesquelles le Conseil supérieur de la magistrature aussi est extrêmement vigilant, hein, sur l'éthique personnelle du magistrat, y compris en dehors de sa vie professionnelle. Donc le magistrat, il est indépendant, il représente l'autorité judiciaire, donc ça veut dire qu'un magistrat, on ne peut pas le muter sans son accord. Donc ça, c'est quelque chose qui est important aussi, hein, parce que je vous parlais des démocraties un peu secouées. On peut imaginer que dans le cadre d'un gouvernement qui soit autoritaire, il puisse y avoir une volonté de faire une purge, hein, de virer les juges, d'en prendre d'autres qui soient plus à la solde du pouvoir en place. Donc ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible, hein, et qui est garanti par la Constitution, hein. Donc ça veut dire qu'aucun magistrat ne peut être obligé de changer de tribunal sans son accord. S'il arrive à la limite des 10 ans sur les fonctions spécialisées, il pourra rester dans le même tribunal, il sera juste déspécialisé, il sera par exemple déchargé de ses fonctions de juge d'instruction, juge d'application des peines, juge des enfants, et il deviendra un magistrat non spécialisé de ce tribunal s'il souhaite y rester. Donc le métier de magistrat, c'est un métier qui est extrêmement diversifié. Donc je vais vous présenter les différentes fonctions. Alors on a des difficultés à accéder ici aux petites vidéos Internet. Par contre, vous pouvez aller voir sur le site Internet de l'ENM. Il y a plein de petites vidéos où vous avez des magistrats qui vous racontent en 2-3 minutes quel est leur quotidien de travail, en quoi consiste leur métier. Vous trouverez également des petites vidéos des prestations de serment, des auditeurs de justice. Enfin, il y a plein de supports vidéo que propose l'ENM qui sont extrêmement bien faits et extrêmement intéressants, hein. Donc n'hésitez pas à vous référer à cela. Donc beaucoup de fonctions différentes, une grande variété des domaines d'intervention, ça on va le voir également. Et je vais vous indiquer également, bon après ça c'est plus l'aspect financier, hein, vous allez voir que la carrière est extrêmement stimulante et aussi évolutive, hein. Donc quand on devient magistrat, on sait qu'on va progresser, qu'on va suivre une progression régulière. Déjà, le salaire au départ, il est quand même très très intéressant, hein, et ça continue à évoluer tout le long de la carrière. Donc vous pourrez faire le choix entre les fonctions du parquet ou les fonctions du siège quand vous serez à l'école de la magistrature. On va en parler après. Quand vous réussissez le concours, après vous êtes soumis à une scolarité avec tout un tas de stages et à l'issue vous êtes classé. Donc, et ce classement va vous permettre de choisir le poste que vous souhaitez faire en premier poste. Et après, au bout de 3 ans, vous pourrez changer. Mais en tout cas, on vous proposera des postes tant au parquet qu'au siège. Alors, on va voir ce que ça recouvre. Donc, les postes qui vont être accessibles en premier poste, on va tous les prendre un par un. Donc, on a le poste de juge généraliste. Donc, on verra que ça peut être civil, pénal ou juge aux affaires familiales. Le poste de juge de contentieux de la protection, ce qu'on appelait les anciens juges d'instance, hein, si vous avez connu cette appellation-là. Le juge d'instruction, juge d'application des peines, juge des enfants, encore substitut du procureur. Et donc cette dernière fonction est la seule qui relève du parquet, hein. Toutes les autres fonctions sont des fonctions de magistrat du siège. Alors, le juge généraliste, hein, donc c'est le poste de juge, hein, tout simplement. Donc lui, il va être en charge des affaires civiles et pénales, et ou pénales. Alors, selon l'endroit où vous serez, vous ne ferez pas forcément la même chose. Si vous cochez un poste de juge, ça pourrait être des choses assez différentes selon les besoins du tribunal. Vous pourrez être affecté sur des fonctions civiles, sur des fonctions pénales, sur des fonctions de juge aux affaires familiales, ou alors ça pourrait être un petit mix de tout ça. Il faut savoir qu'il ne faut pas être complètement allergique au droit pénal quand même pour devenir magistrat, parce qu'on en fait toujours. Même quand on est plus civiliste ou plus JAF ou même juge des enfants, on fait toujours du pénal. Parce que le pénal, en fait, c'est ce qu'on appelle le service général. Donc, on tourne tous là-dessus. Donc, même si vous êtes juge civil, une fois par semaine ou une fois tous les 15 jours, vous serez amené à aller prendre une audience pénale, alors soit pour la présider, soit comme assesseur. Et vous devrez aussi aller aux assises régulièrement. Donc, on doit à peu près 10 jours par an aux assises.
pas pour présider, hein, c'est toujours un président qui est conseiller à la cour d'appel, mais par contre, il y a toujours des assesseurs professionnels. Il y a d'ailleurs que des assesseurs professionnels en cour criminelle départementale, et donc on doit à peu près y aller sur 2-3 sessions par an aux assises. Donc il ne faut pas être allergique au pénal, parce qu'on en fait toujours un petit peu. Donc si vous faites du civil, vous arbitrerez les conflits civils entre les particuliers, donc ce sera en gros toute la palette que vous pouvez connaître de vos cours de droit civil, hein, avec beaucoup de droit des contrats, de droit de la responsabilité, des problèmes de troubles de voisinage, des problèmes de succession, des problèmes de libéralité, des problèmes liés à la filiation, enfin voilà, tout ce que vous pouvez voir dans vos cours de droit civil. Donc vous êtes amené à trancher les litiges en rendant un jugement, une décision. Vous êtes aussi, en tant que juge pénal, en charge de rendre une décision, mais cette fois quand un délit a été commis. Donc, vous pourrez intervenir soit à juge unique sur les petits délits. Hein. Vous savez qu'il existe différents types de composition des audiences pénales. Sur les délits les moins graves, c'est un juge seul qui siège. Et sur les délits les plus graves, en comparution immédiate, c'est toujours 3 magistrats. Donc là, ça fait appel à la collégialité. Donc, vous serez amené à présider des audiences pénales ou à siéger comme assesseur dans des audiences pénales pour sanctionner les auteurs d'infractions pénales, veiller aux intérêts des victimes et également, en ce sens, protéger la société. Ça veut dire que vous serez amené dans ce cadre-là à prononcer parfois des peines d'emprisonnement, hein, bien évidemment. Donc, le juge non spécialisé peut également exercer la fonction de juge aux affaires familiales, que je vais vous expliciter sur le slide suivant. Et donc, il préside le tribunal correctionnel, ou alors il va siéger comme assesseur. Alors, l'assesseur, lui, il ne va pas présider l'audience, mais il va être là pour écouter. Il va être là également pour poser des questions par l'intermédiaire du président d'audience. Et il va intervenir dans le cadre du délibéré. Parce que quand les magistrats sont 3 à l'audience, ça veut dire qu'ils prennent la décision d'une manière collégiale. Donc, tous ensemble, à 3. Après, ils délibèrent tous les 3 pour prendre une décision. Alors, le juge aux affaires familiales, qui est donc un juge non spécialisé du tribunal judiciaire, lui, il va s'occuper de tout ce qui va concerner les familles qui se séparent, hein, finalement. Donc, le divorce, hein, bien évidemment, qui est une grosse partie du travail du juge aux affaires familiales. Également, toutes les actions qui concernent l'autorité parentale, hein, retrait d'autorité parentale, délégation d'autorité parentale, hein, notamment. Il est également compétent pour tout ce qui va concerner les séparations. Hein. Parfois, on a des couples qui ne sont pas mariés, mais qui ont des enfants et qui se séparent. Donc, dans ce cas-là, il faut régler la situation des enfants. Où vont habiter les enfants à titre habituel, comment vont s'organiser les droits de visite et d'hébergement de l'autre parent, quelle va être la contribution qui va être mise à la charge de celui qui n'a pas les enfants à la maison en permanence. Et également, ce juge intervient pour la tutelle des mineurs. Alors, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, la tutelle des mineurs. C'est quand un enfant perd l'un de ses parents ou ses 2 parents, donc il n'a pas encore 18 ans, il ne peut pas gérer seul, en fait, son patrimoine. Et dans ce cas-là, il y a une procédure particulière qui est mise en œuvre devant un juge des tutelles mineures pour protéger son patrimoine, en fait. Donc voilà, en gros, hein, pour le rôle du juge aux affaires familiales. Alors, il faut savoir que c'est des fonctions qui ne sont pas très prisées, hein, dans les juridictions, parce que c'est un contentieux qu'on appelle un contentieux de masse, hein, parce qu'il y a beaucoup de dossiers, beaucoup d'affaires. C'est souvent assez répétitif, hein, c'est toujours un petit peu les mêmes problèmes juridiques qui se posent. Après, ce sont des fonctions qui peuvent être très intéressantes parce que, notamment, on a parfois des problèmes de droit international privé qui nous amènent à nous poser la question de savoir si déjà le juge français est compétent pour prononcer un divorce, hein, par exemple des personnes de nationalité étrangère mariées à l'étranger qui vivent en France. Est-ce que le juge français va être compétent? Et si le juge français est compétent, on va se poser aussi la question de la loi applicable, parce que parfois le juge français sera compétent, mais devra appliquer une loi étrangère en fonction de conventions entre les pays. Donc ça peut être parfois intellectuellement assez intéressant.
Et le juge aux affaires familiales est devenu aussi un juge de l'urgence depuis quelques années dans le cadre de ce qu'on appelle les ordonnances de protection. Donc les ordonnances de protection, ça a été fait pour protéger les victimes de violences au sein d'un couple. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que quand il y avait des violences dans le couple, généralement, c'était la victime de violences qui devait partir du domicile, souvent avec ses enfants sous le bras, et qui se retrouvait en foyer, donc dans des conditions de vie assez dégradées pour elle et ses enfants, alors que l'auteur restait tranquillement dans la maison en attendant d'être jugé parfois des mois et des mois plus tard. Donc, pour éviter ce genre de situation, on a prévu la possibilité de saisir en urgence le juge aux affaires familiales pour permettre l'éviction du conjoint violent et le maintien dans les lieux de la victime de violence avec les enfants, avec une interdiction de se rendre au domicile. Donc, ça permet vraiment de protéger les victimes et ça a ajouté une nouvelle corde à l'arc du juge aux affaires familiales. Et tout ça, c'est indépendamment des éventuelles poursuites pénales devant un tribunal correctionnel, puisque les violences constituent un délit. Donc, l'auteur pourra bien évidemment être poursuivi au pénal. Alors ensuite, le juge des contentieux de la protection, donc c'est également un magistrat du siège, c'est un magistrat spécialisé du tribunal judiciaire. Alors c'est une fonction que je connais bien, que j'ai exercée assez longtemps. C'est une fonction vraiment qui est extrêmement sociale. Qui est au cœur de la protection des personnes vulnérables. Donc ça, c'est quelque chose qui est aussi extrêmement gratifiant, je trouve, dans le métier de magistrat, parce que ça permet vraiment d'avoir l'impression qu'on aide les gens, tout en restant dans notre office de magistrat, qui reste bien sûr de rendre des décisions. Voilà, on n'est pas une assistante sociale, mais on peut avoir aussi de l'empathie, de la compréhension, et aussi un office dans notre travail de juge qui va nous permettre de rétablir aussi une certaine forme d'équité face à quelqu'un qui est dans une situation de vulnérabilité. Alors le juge des contentieux de la protection, il a plusieurs casquettes. Déjà, il est juge des tutelles pour les majeurs. Donc là, ce sont des personnes qui ont plus de 18 ans, mais qui, en raison d'une altération de leur faculté mentale, ne leur permet pas d'assurer la protection de leur patrimoine ou de leur personne, parfois. Donc ça veut dire qu'ils vont avoir besoin soit d'être représentés, soit d'être assistés dans les actes de la vie courante, que ce soit pour gérer leur budget, parce qu'ils ne vont pas savoir payer leurs factures, payer leur loyer, etc., ou même pour la protection de leur personne, à savoir pour pas que la personne se marie avec n'importe qui, pour pas qu'elle mette sa santé en danger en refusant une intervention chirurgicale indispensable. Voilà, donc ça va être le rôle de ce juge des tutelles, d'intervenir pour mettre en place des mesures de protection pour ces personnes, qui peuvent être des personnes âgées ou des personnes qui souffrent d'un handicap, ou même des personnes qui ont eu un accident et qui ne peuvent plus s'occuper d'elles-mêmes en raison de séquelles neurologiques, par exemple. Alors, ce juge des contentieux de la protection, il intervient également pour tous les litiges locatifs et pour tout ce qui concerne les occupations sans droit ni titre. Donc, c'est le juge qui va s'occuper de tous les loyers impayés, de toutes les affaires de logement indigne, logement indécent, logement insalubre. Et ça permet aussi d'imposer aux propriétaires de faire des travaux. On peut permettre également aux locataires de consigner ses loyers dans l'attente des travaux. On peut également permettre d'éviter des expulsions de locataires en permettant la mise en place d'échéanciers, par exemple, quand il y a une dette de loyer, pour essayer d'éviter l'expulsion. Donc là, on aide vraiment les gens dans ce cadre-là. Dans le cadre des situations de surendettement, on intervient également en tant que juge des contentieux de la protection. Donc le surendettement des particuliers, c'est quand une personne ne peut plus faire face à ses dettes avec ses ressources. Donc selon la situation, on peut être amené à rééchelonner les dettes et puis parfois enlever les intérêts, enlever des pénalités, etc. Ou même carrément à effacer les dettes, quand on constate qu'une situation est irrémédiablement compromise. Donc ça veut dire que la personne, elle gagne globalement le RSA et que sa situation ne permet pas d'espérer qu'elle gagnera un jour autre chose que le RSA. On peut lui effacer ses dettes et puis mettre l'ardoise à zéro. Alors ça ne lui permettra plus de prendre de crédit pendant un certain nombre d'années, mais on a des gens qui parfois viennent tous les ans pour se faire effacer des dettes de charges courantes parce qu'ils n'arrivent pas à les payer. Et c'est vrai que mathématiquement, on voit que parfois, c'est vrai qu'un RSA, c'est quand même pas grand-chose. Donc voilà, donc là, c'est aussi
extrêmement social comme situation. Et on traite également de toutes les affaires liées au crédit à la consommation. Alors dit comme ça n'a pas l'air passionnant, mais en fait c'est un domaine dans lequel le juge a un pouvoir qui est complètement exorbitant du droit commun. Alors vraiment, l'office du juge est tout à fait exceptionnel dans ces affaires, puisqu'on peut soulever tout un tas d'arguments dans l'intérêt des débiteurs malheureux qui se sont fait avoir par tout un tas de sociétés de crédit assez peu regardantes sur leur solvabilité. Et nous, on soulève tout un tas d'arguments pour enlever des frais, des intérêts, des clauses pénales. Enfin bon, voilà, c'est un peu le sport aussi du juge des contentieux de la protection, mais ça permet tout simplement, alors c'est vrai que vous allez me dire, il y a une logique anti-économique que je ne conteste pas, mais en même temps, ça permet de rééquilibrer les situations, puisque là, on est face à une personne vulnérable qui a contracté un crédit, qui a pris un autre crédit pour rembourser un premier crédit, après c'est ce qu'on appelle de la cavalerie, et avec des organismes de crédit qui ne pensaient à une chose, c'était refiler des crédits pour après empocher les intérêts, qui ne vérifiaient pas de manière suffisamment sérieuse la solvabilité de l'emprunteur. Donc voilà, en tout cas, on s'est beaucoup battu pour ça, y compris devant la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc, ça nous a permis maintenant d'avoir ce rôle-là aussi à l'audience et vraiment de pouvoir aider les gens. Alors ensuite, autre juge spécialisé du tribunal judiciaire, le juge d'instruction. Alors lui, il fait un travail complètement différent. C'est le juge de l'enquête, le juge d'instruction. Donc le juge d'instruction, lui, il va intervenir dans le cadre des dossiers d'infractions les plus graves. Donc il est saisi pour tous les crimes. Donc pour tous les crimes, tout ce qui est qualifié de crime par le code pénal, le juge d'instruction interviendra, également pour les délits les plus complexes, donc où il faut faire des investigations, par exemple faire des écoutes téléphoniques, entendre des personnes. Parce qu'en fait, quand une enquête démarre, c'est d'abord la police ou la gendarmerie qui va intervenir sur les lieux. L'enquête démarre et là, d'emblée, le procureur va être appelé par les policiers ou par les gendarmes pour dire voilà, bonjour, mes respects, monsieur le procureur, voilà, je vous appelle parce que là, on vient d'interpeller monsieur Méchin, il détenait 3 kilos de cocaïne, quelles sont vos instructions? Donc voilà, donc là, le collègue du parquet va indiquer ce qu'il faut faire, parce que cette personne est placée en garde à vue, mais vous savez que la garde à vue, c'est quelque chose qui est limité dans le temps, donc à l'issue, ils ne peuvent pas rester en garde à vue, sinon c'est de la détention arbitraire. Donc là, le procureur va réfléchir à ce qu'il fait. Alors, qu'est-ce que je fais avec ce monsieur? Donc, 3 kilos de cocaïne, il dit qu'ils sont à lui, c'est sa consommation personnelle, il balance personne, etc. Il a déjà un casier. Bon, allez, on l'envoie en comparution immédiate, on n'ouvre pas de dossier d'instruction. À l'inverse, si on voit que ce monsieur a 3 kilos de cocaïne sur lui et qu'il est prêt à balancer les noms de ses petits copains, savoir où il se fournit, avoir la liste de tous ceux à qui il revend, on voit qu'on va peut-être pouvoir aller sur quelque chose qui va être un démantèlement de trafic de stupéfiants. Là, ça peut devenir intéressant. On se dit, tiens, on va saisir le juge d'instruction. Comme ça, on va pouvoir, dans le cadre de l'information judiciaire et de l'instruction, finalement, on va pouvoir mener tout un tas d'investigations sur commission rogatoire, entendre des témoins, des complices, des consommateurs, faire des écoutes téléphoniques, faire des systèmes de sonorisation, de vidéosurveillance, enfin voilà. Et donc, pour mettre toutes ces mesures en place, en fait, il faut du temps. Ça ne se fait pas dans le cadre de l'enquête de police initiale, ça se fait dans le cadre de l'instruction. Donc, dans ce cadre-là, le juge d'instruction, il va diriger l'enquête en collaboration avec les services de police et de gendarmerie. Et donc, c'est lui qui va décider s'il faut mettre en examen les suspects. Alors, vous savez peut-être ce qu'est la mise en examen? Non. Donc, c'est quand on soupçonne qu'une personne a pu commettre un crime ou un délit, on va le mettre en examen, et puis à partir de là, il ne pourra plus être interrogé que par le juge d'instruction. Alors, il peut être libre ou non, excusez-moi, puisque dans le cadre de l'instruction, on peut ou non le mettre en détention provisoire. Bon. Donc, le juge d'instruction va poursuivre, il va entendre des témoins, il va ordonner des saisies, des perquisitions, des écoutes téléphoniques, et il va être régulièrement en lien avec les services d'enquête, puisqu'il va leur confier ce qu'on appelle des commissions rogatoires pour pouvoir également continuer l'enquête du côté police ou gendarmerie et lui ramener le résultat de leurs investigations. À l'issue de l'instruction,
on a terminé le dossier, on a rassemblé tous les éléments de preuve, alors à charge et à décharge, puisque le juge d'instruction instruit à charge et à décharge, donc on peut très bien avoir des éléments en faveur de la culpabilité et d'autres non. À l'issue, on rassemble tous ces éléments de preuve et le juge d'instruction décide s'il renvoie ou non la personne devant la juridiction de jugement, donc devant le tribunal correctionnel si c'est un délit, devant la cour d'assises ou la cour criminelle si c'est un crime. Alors, autre juge, le juge de l'application des peines. Alors, c'est lui aussi un juge spécialisé du tribunal judiciaire. Alors, ce juge, il intervient en post-sententiel, ce qui signifie qu'il va intervenir une fois qu'une décision de condamnation a été rendue. Donc, une décision pénale, on condamne une personne à effectuer une peine de prison et le juge d'application des peines, lui, il intervient pour savoir comment va s'exécuter cette peine. Alors vous allez me dire, s'il est condamné à faire de la prison, c'est simple, il va en prison. Alors non, c'est pas aussi simple que ça, puisque, excusez-moi, sur les peines les plus courtes, l'idée c'est que les gens n'aillent pas en prison, puisque la prison c'est aussi quelque chose qui désinsère les personnes, et que donc l'idée c'est d'essayer d'avoir au maximum la possibilité de conserver son emploi, conserver son insertion familiale, la possibilité d'être à l'extérieur de la prison, pour pouvoir essayer de préparer la suite et de favoriser l'insertion des gens. Donc ça veut dire concrètement qu'il y a des peines de prison qui sont effectuées à domicile, donc à domicile sous surveillance électronique avec un bracelet. Donc la personne, elle sera chez elle avec son bracelet à la cheville. Il y aura un petit émetteur à côté et dès qu'elle s'éloigne trop, l'émetteur va biper et elle sera considérée comme étant en évasion, finalement, tout simplement comme si elle était en détention. Il peut y avoir aussi d'autres types d'aménagements de peine. Par exemple, sur des gens qui travaillent, ils peuvent aller travailler la journée et venir dormir la nuit en prison. C'est ce qu'on appelle la semi-liberté. Donc, il y a plein comme ça de systèmes qui vont permettre d'exécuter les peines autrement qu'en détention. Parce que tout simplement, la prison désinsère, je vous l'ai dit, mais aussi on manque de places de prison. On manque très très clairement de places. Donc voilà, au lieu d'aller faire s'entasser des gens dans des conditions dégradantes, inhumaines. Vous savez que la France a été plusieurs fois condamnée en raison de conditions de détention qui ont été jugées très insatisfaisantes. Donc voilà, on a en tout cas ces alternatives. Alors le juge d'application des peines, il a un vrai lien avec la réinsertion, puisque c'est le juge qui va aussi surveiller la façon dont va se passer la réinsertion de la personne. Donc globalement, une personne qui va être condamnée, elle va être suivie par ce qu'on appelle un service pénitentiaire d'insertion et de probation avec un projet de sortie, en fait. Donc il faut savoir que quand on rentre en prison, l'idée c'est d'en ressortir dans de bonnes conditions pour ne pas récidiver. Donc on va proposer par exemple des cours de français, des formations, on va pouvoir passer des diplômes en prison. Donc tout ça c'est un projet qui se prépare avec le service pénitentiaire d'insertion et de probation. Donc on pourra avoir aussi par exemple des peines qui vont être prononcées, qui vont être des peines de sursis avec une mise à l'épreuve. Alors ce qu'on appelle maintenant le sursis probatoire, ça a changé de nom depuis quelques années. Et donc dans ce cadre-là, le condamné, il ne va pas en prison que s'il respecte un certain nombre d'obligations. Donc, par exemple, l'obligation de se soigner, de suivre une formation, de ne pas entrer en contact avec la victime. Et s'il ne respecte pas ces obligations, le sursis peut être révoqué et donc il peut aller en détention. Et donc, pour ça, c'est le juge d'application des peines qui intervient pour éventuellement révoquer les sursis si la personne ne respecte pas ses obligations. Donc c'est un travail vraiment en lien direct avec la réinsertion, le métier de l'application des peines, mais c'est également un juge qui tranche des litiges, qui prend des décisions, qui va accorder des libérations conditionnelles. Donc c'est un vrai juge qui rend des jugements et des ordonnances, donc des décisions à longueur de temps. Alors le juge des enfants, c'est toujours une fonction qui fait un peu rêver. J'ai toujours remarqué qu'il y avait beaucoup d'appétence pour cette fonction, y compris dans les auditeurs de justice. C'est souvent quelque chose qui les intéresse beaucoup.
Alors, le juge des enfants, alors c'est un métier qui est quand même très difficile, hein, et on a beaucoup de travail. Donc, l'essentiel de son temps, il va le passer à protéger les mineurs en danger. Donc ça, c'est à peu près 75% du temps d'un juge des enfants. Donc, il intervient quand la santé, la sécurité, la moralité ou l'éducation d'un enfant sont menacées. Donc, c'est ce qu'on appelle l'assistance éducative. Donc, quand un enfant est maltraité, finalement, au sein de sa famille, hein, le juge des enfants va être amené à intervenir pour mettre en place des mesures de protection de l'enfant. Donc, soit des mesures éducatives, ça veut dire qu'on va faire venir des éducateurs au sein de la famille pour les aider dans l'accompagnement des enfants et puis pour essayer un petit peu d'améliorer les choses. Mais quand ce sont des dangers extrêmement graves comme des violences physiques, hein, ou des violences sexuelles, dans ce cas-là, ça peut aller jusqu'au placement, hein, de l'enfant. Donc, ça peut être dans des institutions, au sein de la famille, hein, même un tiers digne de confiance. Mais donc ça, c'est à peu près 75% du temps du juge des enfants, hein, les mineurs en danger. Et par ailleurs, hein, le juge des enfants reste le juge spécialisé des mineurs délinquants. Donc en gros, quand on a moins de 18 ans, on relève d'un juge spécialisé, qui est le juge des enfants, et il va seul, hein, avoir le pouvoir de juger les mineurs auteurs d'infractions selon un traitement qui est différencié. Alors là aussi, hein, c'est des choses qui font beaucoup débat, notamment pour les mineurs entre 16 et 18 ans. Hein, on entend beaucoup l'idée selon laquelle les mineurs d'aujourd'hui ne sont pas les mineurs qu'on avait hier, que maintenant n'importe quel jeune dans une cité est prêt à tuer n'importe qui pour 500 balles. Alors, je pense qu'il y a eu une certaine forme de violence, hein, qui a pu s'emparer parfois de mineurs. Après, ça reste quand même des jeunes, hein, donc l'idée va être quand même avant tout de les éduquer et de les réinsérer avant de les punir. Et c'est pour ça qu'on a voulu garder un juge spécialisé, puisque l'idée, c'est qu'on ne va pas les juger de la même façon que les majeurs. Alors déjà, on a toujours l'excuse de minorité, hein, qui fait qu'on divise les peines par 2 pour les mineurs, et les mineurs n'iront en prison que pour des actes extrêmement graves et souvent au bout d'un certain nombre d'infractions commises, hein. Et par contre, à 18 ans, tout juste, c'est souvent la douche froide, hein, puisque pour la même infraction, ils vont se retrouver très très vite en comparution immédiate et en détention, hein. Donc, en tout cas, sachez que c'est dans l'air du temps, hein, que l'idée que l'excuse de minorité, c'est plus forcément quelque chose qui correspond à une réalité de terrain. Après, le débat devient quasi politique, hein. Mais bon, en tout cas, on aura peut-être des réformes à cet égard. On a déjà eu une grosse réforme, hein, en matière d'infractions commises par les mineurs, puisqu'on était passé de l'ordonnance de 45, qui était un texte un petit peu ancien, qui avait été pris après-guerre, au Code de la justice des mineurs, hein, qui est entré en vigueur maintenant il y a quelques années. Donc, en tout cas, je n'exclus pas une nouvelle réforme dans les prochaines années, hein, vu qu'il y a quand même un focus là-dessus et une certaine médiatisation, hein, aussi d'affaires très graves commises par des mineurs. Alors maintenant, on passe côté parquet. Donc là, on a vu toutes les fonctions du siège. On va voir ce qu'est le parquet. Donc quand on parle de parquet, on parle du procureur de la République, du substitut du procureur, du vice-procureur. Alors c'est exactement la même chose, c'est une question de grade, hein. Donc ça veut dire que quand vous commencez, vous sortez de l'école, vous êtes substitut du procureur. Au bout de 7 ans, vous pouvez devenir vice-procureur parce que vous changez de grade, vous passez au grade supérieur. Et après, vous pouvez, si vous le souhaitez, devenir procureur adjoint, procureur de la République. Mais de toute façon, le travail, il est toujours le même, puisqu'en fait, le parquet, c'est un tout et indivisible, en fait, hein. Donc, ce qui fait qu'on peut aussi se remplacer les uns les autres aux différentes audiences. Donc, le procureur de la République est en charge de l'application de la politique pénale sur le ressort de sa juridiction.
Donc le parquetier, il va avoir plein de missions différentes. Donc comme je vous l'ai dit, il représente le ministère public devant toutes les juridictions de l'ordre judiciaire. Donc c'est celui à l'audience que vous voyez se lever. Donc généralement, il est sur le côté, là, ce serait à peu près à ma droite, que serait le procureur. C'est celui que vous voyez se lever aux audiences. Donc le président instruit l'affaire, on entend l'avocat de la victime s'il est là, et puis après le président d'audience dit madame ou monsieur le procureur, vous avez la parole pour vos réquisitions. Donc c'est à ce moment-là que le magistrat du parquet, qu'il soit substitut, vice-procureur ou procureur, se lève pour demander une peine dans l'intérêt de la société. Donc en fait le procureur, il est là déjà pour expliquer en quoi l'infraction est constituée. Donc il va reprendre les éléments constitutifs de l'infraction, éléments matériels, éléments moraux, éléments légaux, et il va proposer une peine en expliquant en quoi cette peine lui semble adaptée au cas d'espèce, en fonction du casier judiciaire de la personne, de la gravité du trouble à l'ordre public et de la gravité de cette infraction par rapport à la politique pénale du parquet. Donc le juge reste libre de suivre ou pas ses réquisitions. Il est libre d'aller au-dessus ou en dessous, mais en tout cas, c'est une façon de porter la parole de la société et d'expliquer quelle est la peine qui finalement viendrait réparer le trouble causé à la société. Donc ça, c'est la première fonction du ministère public. Par ailleurs, comme je vous l'indiquais, donc, il est très souvent à côté de son téléphone. Alors c'est ce qu'on appelle le service de traitement en temps réel. Donc, tous les policiers et les gendarmes du ressort du tribunal l'appellent quand ils interpellent une personne pour savoir quelles sont les suites à donner. Donc, je vous ai donné l'exemple des 3 kilos de cocaïne. On peut prendre un autre exemple. Voilà, des policiers interpellent une personne en état d'ivresse au volant. Donc, ils le font souffler. Il est en état d'ébriété. Il n'a pas le permis. Il n'a pas ses papiers. Voilà, il a fait un certain nombre d'infractions, on va dire. Et donc, les policiers appellent le procureur pour savoir qu'est-ce qu'on fait de ce monsieur. Donc, la personne est en garde à vue, en cellule de dégrisement, mais il va bien falloir faire quelque chose de lui à l'issue. Et donc, c'est le procureur qui va décider quelle est l'orientation qu'on va donner à cette procédure. Si ce monsieur a déjà commis plein d'excès de vitesse, en état d'ivresse, qu'il n'a pas le permis, qu'il a un gros casier, on va l'envoyer en comparution immédiate, puisque l'idée, c'est qu'on veut qu'il soit jugé tout de suite à l'issue de la garde à vue, donc déféré à l'issue de la garde à vue au tribunal pour être jugé dans la foulée et aller directement en prison. Si à l'inverse, c'est la première fois que ça se produit, que le monsieur explique qu'il est dans une situation très difficile, etc., et qu'on lui a confisqué son véhicule et qu'il accepte d'aller en cure de désintoxication, globalement, dans ce cas-là, on pourrait dire on va convoquer ce monsieur pour être jugé dans quelques mois. Donc, à l'issue de la garde à vue, vous le laissez repartir, à pied, pas avec sa voiture, et puis il viendra au tribunal dans quelques semaines. Donc, ça, c'est le ministère public qui décide comment on oriente les poursuites. C'est lui aussi qui décide si on saisit ou pas un juge d'instruction. Donc, il y a toute cette opportunité des poursuites. Vous avez certainement entendu parler des classements sans suite aussi, parce qu'il y a tout un tas de procédures où on a un auteur non identifié ou alors l'infraction n'est pas assez caractérisée, on va être amené à classer sans suite. Donc, le procureur, même s'il ne rend pas de jugement, il prend plein de décisions quand même au quotidien. Donc, c'est aussi un métier où on passe son temps à décider. De toute façon, le métier de magistrat, le cœur du métier de magistrat, ça va être toujours décider. C'est vraiment ça, le métier. Donc le parquet, il est également en charge du contrôle de l'activité des services de police et de gendarmerie. Donc très régulièrement, il se rend aussi dans les commissariats pour vérifier l'état des cellules de garde à vue. C'est vraiment un métier en lien direct avec les enquêteurs, un métier de terrain. Je vous parlais des scènes de crime, des autopsies. Voilà, c'est vraiment un métier où on est tout le temps sur le terrain. Là, ce matin, j'avais encore des échanges avec mes collègues du parquet d'Arras. Vous savez qu'on a eu un attentat terroriste à Arras l'année dernière. Et donc, les collègues ont été amenés à se rendre sur la scène de crime. Voilà, ce qui a pu être d'ailleurs assez traumatique pour eux, parce que même si on voit des choses très dures à longueur de temps, il y a parfois des choses qui peuvent nous marquer encore davantage. Donc après, on a des
des cellules médico-psychologiques d'urgence qui interviennent justement par rapport au trauma. Mais en tout cas, c'est un métier qui est extrêmement vivant, alors qui est vivant y compris la nuit, malheureusement, puisque vous l'avez compris, la délinquance ne s'arrête pas à 18 heures. Donc quand vous êtes au parquet, vous êtes amené à être de permanence la nuit, le week-end. Alors si vous avez des enquêteurs sympas, ils vont attendre 6-7 heures du matin avant de vous appeler. Et puis ceux qui veulent vous bisuter, ils vous appelleront toutes les demi-heures pour bien vous assurer que vous dormez pas bien. Et puis voilà, mais ça fait un petit peu partie du jeu. Et puis après, au bout d'un moment, quand vous leur dites, vous réussissez quand même à dormir 7-8 heures d'affilée. Donc il n'y a quand même pas de panique là-dessus. Voilà, donc magistrat, c'est aussi la possibilité d'exercer partout en France. Alors si vous avez un esprit voyageur, c'est parfait parce que vous pourrez travailler partout en France, puisqu'il y a des tribunaux partout en France. Si vous voulez aller à Paris, en province ou même outre-mer, parce qu'on a aussi pas mal de territoires d'outre-mer. Bon, on a aussi la Corse, où nous avons des tribunaux. Donc vous aurez la possibilité d'être mobile géographiquement et très régulièrement de changer de lieu de vie si cela vous intéresse. Sachant que quand on part outre-mer, alors bon, il y a l'outre-mer glamour et l'outre-mer moins glamour, parce qu'il y a quand même, voilà, les collègues qui sont à Mayotte notamment disent que c'est des conditions extrêmement difficiles. Bon là, ceux qui sont à La Réunion, je pense qu'ils souffrent un peu aussi. Mamoudzou, c'est pas simple non plus, c'est très très tendu là actuellement. Mais ce sont en tout cas des conditions d'exercice qui sont à découvrir si ça vous intéresse et qui sont extrêmement valorisées financièrement également. Donc ça peut être intéressant. Je sais que régulièrement, chaque année, j'ai des auditeurs de justice qui partent en groupe outre-mer parce qu'en fait, ils s'entendent bien, ils sont copains, et puis ils se disent qu'ils vont prendre une coloc et puis ils partent quelques années outre-mer. Donc c'est plutôt bien pour leur carrière, ça leur permet d'avancer plus vite, ils se font un petit pécule et puis après ils reviennent en France. Donc ça peut être aussi une aventure assez sympa finalement. Alors, si vous aimez l'étranger, on a aussi la possibilité de travailler à l'international en tant que magistrat, puisqu'on a des postes de magistrat un petit peu partout dans le monde. Donc, vous pouvez être magistrat français et travailler à l'étranger, notamment en tant que magistrat de liaison et conseiller en ambassade. Donc, les magistrats de liaison, vous savez, c'est ceux qui sont dans des pays, dans d'autres pays que le leur, pour assurer la coopération, notamment l'entraide et la coopération pénale. Vous pourrez également faire partie des représentations permanentes dans les institutions européennes. Vous pourrez exercer dans divers organismes ONG internationaux. On a aussi des tribunaux pénaux internationaux, voire des tribunaux ad hoc qui sont créés dans des pays qui ont été en guerre, qui ont subi des génocides. Donc on a parfois des appels à candidature pour participer à ces tribunaux très particuliers. Vous pourrez également travailler dans des juridictions internationales, dans le cadre de détachement ou dans la coopération juridique internationale. Donc si vous êtes intéressé par l'international, en tout cas ce sont des carrières qui se préparent assez vite finalement, et vous verrez que vous aurez très rapidement la possibilité, si c'est des choses qui vous intéressent, que vous parlez super bien anglais ou une autre langue, vous aurez la possibilité très vite d'aller travailler au ministère, à la direction des services judiciaires ou au secrétariat général, donc vraiment au ministère de la Justice. Et là, ça vous permettra aussi de vous créer votre petit réseau pour qu'on pense à vous dès qu'il y a un poste à l'international ou un poste à l'Europe. Donc, on a des collègues comme ça qui ont travaillé très très vite dans les institutions européennes et internationales. Donc en tout cas, c'est une réelle possibilité. Donc pensez-y également. Vous pourrez aussi faire des détachements. D'ailleurs, comme moi, je suis en détachement à l'école, mais aussi plein de détachements dans d'autres ministères. Donc, ça, c'est possible aussi de se détacher ailleurs. Donc, si je résume un petit peu le sens de mes propos, donc être magistrat, c'est pas un métier, en fait, ce sont plusieurs métiers. Ça vous permet de changer de fonction plusieurs fois dans votre carrière, si vous le souhaitez, tous les 3 ans. Vous pouvez passer du siège au parquet et inversement, ça sans aucune difficulté. Vous pourrez exercer dans tous les départements de métropole et d'outre-mer. Alors, on verra que pour le premier poste, c'est en fonction du rang de classement, donc vous ne le choisissez pas forcément, mais après, vous pouvez faire des vœux au bout de 3 ans très rapidement pour changer comme vous le souhaitez.
Vous pourrez aussi faire le choix de devenir manager en devenant président de juridiction, procureur de la République. Donc vous pourrez monter dans la hiérarchie si les questions RH, gestion de projet, c'est des choses qui vous intéressent. En tout cas, vous pourrez évoluer dans la hiérarchie judiciaire. Vous pourrez aussi faire des choses, faire un petit pas de côté finalement en allant en détachement, soit au ministère, soit dans d'autres ministères, ou alors aller exercer quelques années à l'étranger. Donc on peut avoir vraiment une carrière très très riche et vraiment extrêmement stimulante et intéressante. Et alors ça, vous vous en rendez peut-être pas compte parce que vous êtes jeune, mais quand on avance en fait en âge, finalement, moi je discute beaucoup avec mes amis qui, comme moi, travaillent depuis 25 ans, et on se rend compte qu'en fait, pour la plupart, ils me disent j'en ai assez de mon travail, j'ai envie de faire autre chose, mais je peux pas parce que je suis identifiée sur tel domaine, reconversion professionnelle, c'est pas possible, ça me met trop en risque, je vais perdre la moitié de mon salaire, voilà. Donc ils m'expriment à quel point moi j'ai une chance incroyable et je mesure cette chance que j'ai. Là, je sais qu'au mois de septembre, je vais faire quelque chose que j'ai jamais fait. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment unique quand on sait qu'on a déjà travaillé 25 ans, de pouvoir, sans se mettre en risque du tout financièrement, pouvoir finalement se renouveler complètement professionnellement. Et je sais que je pourrais encore faire ça dans 3 ans si j'ai envie. C'est d'une richesse absolument inouïe. Ce qui fait que parfois les magistrats, ils ont du mal à s'arrêter en fait. Parce que déjà pour nous, la retraite, c'est pas très très tôt, vous en doutez. Mais on en a plein qui continuent au-delà de la retraite. Parce qu'en fait, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils font. Il y a tellement de choses qu'ils n'ont pas fait qu'ils veulent continuer au-delà. Parce qu'ils ont l'impression de ne pas avoir épuisé l'éventail des possibilités que leur offrait le métier. Alors, on va parler un petit peu des sous. Vous allez voir, c'est pas mal du tout quand même. Alors, parce qu'on a aussi bien augmenté. Donc ça, c'est aussi, c'est depuis à peu près 1 an, maintenant 1 an et demi à peu près, on a bien augmenté, puisqu'avant on démarrait pas très très haut. Alors il faut savoir que déjà quand vous réussissez le concours, que vous devenez auditeur de justice, vous avez une rémunération. Donc vous avez déjà à peu près 1600, 1700 euros net par mois à peu près, pendant toute votre scolarité, qui va durer 31 mois. Et à l'issue de la scolarité, donc vous avez un poste, vous allez gagner une rémunération, alors j'ai mis en moyenne parce qu'en fait ça va varier. Par exemple, si vous êtes au parquet, vous avez des permanences de nuit, de week-end. Pareil à l'instruction, vous êtes de permanence de week-end. Vous avez aussi des primes d'astreinte qui peuvent faire grimper un petit peu la rémunération. Donc en moyenne, on va être sur 4 625 euros bruts en début de carrière, ce qui est pas mal du tout. Vous enlevez à peu près 16% dans le public pour arriver au net. Donc vous voyez, on est quand même pas mal. Moi, quand j'ai commencé, on n'était pas à ça en net. Je devais avoir 2007 à peu près. Donc vous voyez, ça a quand même bien augmenté. Donc après, vous allez gravir vos petits échelons de votre grille pour arriver tranquillement au bout de 7 ans, au bout de la grille qui est actuellement le second grade, alors qu'il va devenir le nouveau premier grade. Enfin, on s'en fiche. En fait, il y a globalement 3 grades dans la magistrature. Donc en fait, quand vous débutez pendant 7 ans, vous êtes juge spécialisé ou non, ou substitut du procureur. Puis là, vous allez monter petit à petit. Et donc, quand vous êtes en haut de votre grille de juge ou de procureur, vous êtes à 5 647 euros brut au bout de 7 ans. Et là, vous allez être inscrit au tableau d'avancement. Alors, ça se fait quasi automatiquement. Et là, vous allez tout de suite, dès que vous passez au grade supérieur, donc vice-procureur ou vice-président, spécialisé ou non, vous allez tout de suite dépasser les 6 000 euros bruts par mois. Et très rapidement, vous allez continuer à augmenter. Et au bout de 14 ans, vous arrivez au bout de votre grille de premier grade. Et là, vous êtes à 8 763 euros bruts par mois. Donc, on peut aller au-delà. Il faut savoir qu'il y en a qui restent bloqués un petit peu à ces environs-là, à peu près toute leur carrière. C'est pour ça qu'ils sont en train de faire évoluer les grilles pour que ça continue à évoluer. Donc, il y a une petite réforme en cours pour continuer à grappiller un petit peu au-delà de ces années. Mais ceux qui arrivent à passer sur l'échelon supérieur, qui est l'échelon hors hiérarchie, que j'appelle HH, qui sera bientôt le nouveau 3e grade. Donc ça, c'est vraiment pour des postes de chef de juridiction, de grosses
grosses juridictions, des postes de président de cour d'appel, des postes de président de chambre également dans les cours d'appel ou à la cour de cassation. Là, vous pouvez aller au-delà des 10 000 euros bruts en fin de carrière. Donc, on est quand même sur des gros salaires, qui sont des salaires de la haute fonction publique. À titre de comparaison, donc, je vous livre le salaire médian des Français, 1 789 euros net par mois. 8% des salaires les plus élevés, 4 000 euros net par mois, on y est quasiment dès l'entrée en fonction. 4 000 euros, on y est quasiment. Et 1% des salaires les plus élevés, donc vous y arrivez assez rapidement également au cours de votre carrière. Donc ça permet quand même d'avoir une rémunération importante. Alors après, rémunération importante veut dire aussi responsabilité importante. Je pense que vous l'avez compris. Être magistrat, c'est décider tout le temps, c'est prendre des décisions qui sont lourdes aussi pour la vie des gens, c'est prendre des décisions des peines de prison, décider de retirer la garde de ses enfants à un parent. Enfin voilà, c'est aussi assez difficile, mais grosse responsabilité, charge de travail importante, on va pas se le cacher. Forcément, si vous choisissez ce métier, vous êtes dans la haute fonction publique, donc vous allez travailler beaucoup. Alors, je pense que la plupart des magistrats travaillent entre 50 et 60 heures par semaine. Je ne vais pas vous cacher la réalité. Après, on a quand même pas mal de jours de congé. On doit être à 47 ou 48 jours de congé par an. Donc, vous voyez, c'est quand même pas si mal. Et bon, forcément, avec des responsabilités comme celle-là, un salaire comme celui-là, on n'est pas aux 35 heures à pointer matin et soir avec une badgeuse. Enfin, c'est pas possible, en fait. Et en même temps, le métier, il est tellement passionnant que vous n'en avez pas envie, quoi. Enfin, puis il y a beaucoup de travail aussi. Donc, c'est presque un crève-cœur tous les soirs de se dire oui, la journée est finie, j'ai pas fini ce que je voulais faire, mais là, je peux plus. Voilà. Donc, c'est aussi un métier qui est passionnant et qui vous prend beaucoup d'énergie. Après, il faut savoir aussi couper quand on rentre chez soi, parce que la clé aussi pour tenir avec de fortes responsabilités, une charge émotionnelle forte, c'est aussi de pouvoir avoir un équilibre personnel, de pouvoir garder un temps pour soi et pour les activités familiales, personnelles qu'on souhaite mener. Donc le tout est toujours une question d'équilibre, comme partout, bien évidemment. Alors, comment se passe le recrutement des auditeurs de justice? Donc, les auditeurs de justice sont les futurs magistrats. Ce sont ceux qui arrivent à l'école. Vous avez eu le concours, vous arrivez à l'école. Donc, le recrutement des auditeurs de justice, donc parmi les admis au premier concours, la promo 2024, alors la 2025, elle est quasi pareille au niveau des proportions. Je regardais ça hier. Donc, pour la plupart, ce sont des gens qui ont au moins un bac plus 5. Alors, vous pouvez passer le concours à partir d'un bac plus 4. Mais généralement, on attend le bac plus 5 pour le passer. Parfois, on a des doctorants également qui passent le concours. Donc, vous voyez, 92% sont titulaires d'un bac plus 5 et plus. Alors, c'est un concours qui se prépare. Il peut se préparer dans un IEJ. Alors, souvent, les préparations proposées par les IEJ, c'est quand même un petit peu léger. Donc, c'est très, très rarement suffisant. Donc, généralement, on couple ça avec d'autres préparations qui peuvent être des préparations Sciences Po dans les IEP. Les IEP assurent d'excellentes préparations, alors qui sont payantes, mais qui sont extrêmement qualitatives. Sciences Po Lille a ouvert là, une prépa en lien avec l'IEJ de Lille. Donc là, on est sur la toute première promo cette année. Donc, on espère qu'il y aura de beaux résultats, en tout cas. Donc, on a inauguré ça au mois de septembre. Donc, il y a d'autres IEP, je pense notamment à Paris, bien sûr. Il y a aussi Aix, qui est assez réputé pour ça. Il y a Bordeaux également. Et vous avez tout un tas de prépas privés, bien évidemment, qui vous préparent au concours. Mais bon, là, il y a un petit chèque quand même à faire à l'entrée. En tout cas, au niveau de la préparation IEJ, ça me paraît un petit peu limite. Donc, il y a aussi des classes prépa talent qui proposent une préparation de très, très grande qualité pour ce concours ENM. Et donc, en 2024, et je pense même qu'il y en a encore plus dans la 2025, on a 19 auditeurs qui ont été préparés par les classes prépa ENM. Alors, je vous dis rapidement en quoi ça consiste. Alors, ces classes, ce qu'on appelle les classes prépa talent,
C'est fait pour favoriser la diversité du recrutement dans la magistrature, tout simplement parce qu'il a pu être reproché à la haute fonction publique d'être représentatif d'une sorte d'élite sociale, ce qui n'était pas forcément vrai d'ailleurs dans la magistrature, mais en tout cas il y a eu une vraie volonté d'ouverture à cet égard. Et donc, on a ouvert, il y a déjà maintenant pas mal d'années, des classes prépa talent. Donc, historiquement, il n'y en avait que 3. Il y avait Douai, Bordeaux et Paris. Et maintenant, il y en a 7, hein, donc il y en a beaucoup plus. Donc, dans l'idée de favoriser la diversité du recrutement dans la magistrature, ce sont des prépas d'un très, très haut niveau de préparation. Hein. C'est très dense, hein, d'ailleurs, comme rythme, qui est faite pour accompagner les candidats qui sont méritants et qui sont motivés pour la préparation de ce concours. C'est uniquement sur des critères sociaux. Donc, ce sont des étudiants boursiers uniquement, hein, 100% d'étudiants boursiers de l'enseignement supérieur. Il y a quelques années, il y a pu y avoir des étudiants qui étaient à la limite des critères boursiers, mais c'est vraiment assez exceptionnel. Hein. Généralement, il faut être boursier et avoir un bon dossier. C'est un recrutement qui se fait sur dossier chaque année. On a 7 classes prépa talent, donc les 3 historiques et puis maintenant les petites nouvelles, hein, qui ont ouvertes. Ce sont des préparations gratuites. Les étudiants peuvent avoir une bourse pendant leur année de préparation. On prépare à peu près 18 élèves par classe sur 8 à 10 mois de préparation. Et désormais, on va même avoir un système de discrimination positive, hein, je dirais, puisqu'il va y avoir des places réservées au concours talent dans le concours de la magistrature. Donc actuellement, les élèves talent étaient sur le même concours, hein, sur le premier concours, et réussissaient d'ailleurs très très bien. Et là maintenant, on va avoir des places sanctuarisées, donc on va avoir vraiment le concours talent qui va être distincte du premier concours, hein, et qui va permettre d'élargir encore le nombre de places dédiées au concours talent, hein, dans la limite de 15%. Donc voilà pour les prépas talent. Donc, comme je vous l'indiquais, c'est un concours qui est quand même assez accessible, puisque si vous le préparez et que vous allez à toutes les épreuves, hein, vous avez une chance sur 9, hein, d'accéder au concours. Pour y accéder, il y a les études de droit, bien sûr, hein, c'est quand même la logique, mais pas que, puisque chaque année, j'ai des étudiants qui ont fait des cursus de lettres modernes, de psycho, de philo, et qui sont parfois même complètement autodidactes sur le droit. C'est assez déroutant. Ils ont fait parfois des cours par correspondance où ils ont lu des bouquins le soir. Enfin, il y a quand même des cursus voilà, qui vraiment me fascinent. Il faut un bac plus 4 ou équivalent, donc ça c'est minimum le master 1, mais généralement on attend d'avoir le master 2. Donc là sur le master 2, voilà, vous stressez pas, hein, sur la plateforme Mon Master là, qui est parfois voilà, un peu étonnante, voire cruelle ou déroutante, hein. En tout cas, il n'y a pas de master dédié pour accéder à la magistrature. Alors, on a quelques masters qui sont un petit peu spécialisés. C'est les masters procès, justice, procédure. On a quelques cursus comme ça, hein, qui intègrent une espèce de prépa intégrée, qui sont vraiment très orientés préparation concours. Mais vraiment, il n'y a pas que ces masters-là, hein. Il y a tout type de masters dans les étudiants qui réussissent le concours. C'est qu'il y a des masters qui vont comporter des matières que vous aurez à réviser pour le concours. Donc forcément, vous aurez une petite longueur d'avance dans vos révisions. Mais il n'y a aucun master dont le contenu va balayer l'intégralité du programme du concours. Donc de toute façon, il y aura des choses à réviser à côté et une prépa à faire à côté. Donc ce que je conseille généralement, c'est de faire votre master 1, votre master 2, alors dans le domaine que vous voulez. Je dis, mes auditeurs, ils ont des masters de droit comparé, de criminologie, de master franco-allemand, enfin ils ont vraiment fait histoire du droit, ils font un petit peu tout. Et puis après, ils se posent une année où ils préparent vraiment leur concours pendant une année. Ils le passent, parfois ils l'ont du premier coup, parfois du deuxième coup, mais en tout cas le master n'est pas quelque chose de discriminant en soi pour passer le concours de la magistrature, parce que de toute façon vous aurez à réviser un programme qui sera extrêmement large et qu'aucun master ne peut couvrir, hein. Donc en tout cas ne vous en faites pas sur le master que vous avez sur Mon Master. Et la bonne nouvelle, c'est aussi que maintenant, on peut passer ce premier concours autant de fois qu'on veut jusqu'à l'âge de 50 ans et 5 mois, hein, ce qui vous laisse quand même un petit peu de temps devant vous.
Alors, le concours, l'idée, ça va être de recruter des gens qui sont forts en droit, hein, qui sont de bons juristes, hein, qui connaissent bien le droit et la procédure, mais pas que. En fait, on veut vraiment recruter aussi des gens qui vont avoir la réelle capacité de devenir magistrat. Parce que, comme je vous le disais, c'est pas un métier comme un autre, hein. C'est un métier où il faut savoir faire preuve d'autorité, bien évidemment, mais également de beaucoup d'empathie, hein, aussi, de réelle capacité d'écoute. Donc, on peut être parfois un très très bon juriste et puis ne pas aimer les problématiques sociales, ne pas avoir beaucoup d'empathie envers les gens, et puis parfois ça peut bloquer, hein. Donc l'idée, c'est d'avoir un petit peu un concours qui va nous permettre de balayer un petit peu tout ça et d'apprécier aussi la personnalité des candidats pour voir lesquels vont avoir un profil qui va être intéressant pour la magistrature. Donc on va avoir un jury avec différentes personnes, hein, des magistrats, mais pas que des magistrats, pour pouvoir appréhender les connaissances, hein, des candidats. Donc pour ça, il y a des épreuves écrites et orales, et également apprécier la personnalité des candidats et voir un petit peu s'ils vont pouvoir acquérir les compétences fondamentales du métier de magistrat, que ce soit en termes de savoir-faire organisationnel, décisionnel, et également en termes de savoir-être. Est-ce qu'ils vont savoir se positionner d'une manière juste et adaptée? Donc pour ça, on va vous faire passer tout un tas d'épreuves, hein, mais là encore, pas de panique, hein, ça se prépare. Et comme je vous l'indiquais, il y a d'excellentes préparations pour ça. Donc il y a la fameuse épreuve de culture G, hein, voilà. Donc là aussi, beaucoup de méthodes, hein, sur la culture G. C'est pas la peine de lire toute une bibliothèque. Vous avez ensuite l'épreuve de droit civil, procédure civile, droit pénal, procédure pénale. Alors il y en a un, c'est un cas pratique, et l'autre, ça sera une dissertation. Et vous avez la note de synthèse, hein. Donc là aussi, c'est vraiment la méthode, hein, la note de synthèse. Moi, j'étais extrêmement mauvaise en note de synthèse, hein. Je vous le dis, mais vraiment, j'ai dû avoir des 2, hein, au début. Enfin, c'était épouvantable. Et finalement, une fois qu'on a compris le truc, c'est pas bien méchant, mais il faut vraiment s'entraîner et acquérir la méthodologie, hein. Donc, et puis après, vous avez une petite épreuve de droit public. Donc là, c'est un peu bête et méchant, hein. C'est vraiment des questions techniques. Donc, si vous passez toutes ces belles épreuves d'admission, d'admissibilité, pardon, vous arrivez au stade de l'admission. Donc, vous êtes admissible. Donc, déjà, c'est super. Et vous allez pouvoir passer les épreuves orales. Donc là, on a des épreuves un petit peu habituelles. Donc, on a l'épreuve de langue anglaise. Alors, vous voyez, le coefficient, il est faible. Et ça, c'est voulu, en fait. C'est pour que ça ne soit pas discriminant, ce côté langue anglaise, hein, qui peut parfois être rattaché aussi à une certaine forme d'élitisme, hein. Donc, en tout cas, on a souhaité garder cette épreuve, mais en abaissant le coefficient. Il y a une seconde langue qui est facultative. Vous avez ensuite des épreuves, hein, où vous pouvez prendre au choix droit de l'Union européenne, droit international privé, droit administratif, droit social ou droit des affaires. Et puis ensuite, donc, il y a cette épreuve extrêmement redoutée, hein, qui est le grand oral, et la mise en situation collective devant le jury. Alors là, il faut vraiment essayer de dédramatiser, hein, cette épreuve, puisque là aussi, ce sont des choses qui se préparent. Vous pouvez aussi assister à ces épreuves. Il faut vous inscrire, en fait, et vous pourrez aller voir à Bordeaux des épreuves. Donc ça, c'est hyper intéressant, parce que ça vous permet de voir comment ça se passe, hein, globalement, et de vous faire une petite idée concrètement de ce qui vous est demandé. Donc vous allez avoir cette mise en situation collective, hein, comme je vous l'indiquais. Donc vous allez être devant un jury, hein, voilà. Donc forcément, c'est un petit peu impressionnant, hein, puisqu'il y a plusieurs personnes. Il y a un conseiller d'État, un magistrat, un président du jury qui fait partie de la Cour de cassation, hein, parfois un magistrat honoraire, hein, donc voilà. Personnalité extérieure, donc souvent professeur des universités, un psychologue, un avocat, quelqu'un qui travaille dans le domaine des ressources humaines. Donc, comme je vous l'indiquais, c'est vraiment croiser des regards, à la fois des regards de techniciens, de magistrats, et également des regards de professionnels du recrutement, pour essayer d'avoir une approche assez transversale, hein, de la personnalité des candidats. Donc voilà, en tout cas, sachez que les différentes préparations vous préparent aussi, hein, à ce grand oral, un petit peu aux questions
qui peuvent vous être posées. L'idée, ça ne va pas être de savoir répondre à tout, ça va plutôt de savoir garder une posture adaptée, de savoir avoir du répondant aussi, et de savoir retomber sur vos pattes, même si vous n'avez pas forcément la réponse à tout, ce qui est tout à fait normal. Donc, la mise en situation collective, donc vous êtes généralement à 3-4. On va vous demander en fait de prendre une décision dans un cas concret. Alors, ce n'est pas forcément quelque chose de juridique. Ça va être sous la forme d'un jeu de rôle en fait. Et là, donc l'idée, ça va être de vous soumettre une situation qui peut être une situation de la vie courante. Voilà, enfin par exemple, vous vous promenez en forêt, vous savez que dans 1 heure, vous devez aller passer un examen très important, vous allez remonter dans votre voiture et là, vous êtes témoin d'un accident, vous faites quoi? Voilà, ça va être un peu ce genre de choses, voir un petit peu comment vous réagissez, à la fois par rapport à une situation de stress, aux impératifs personnels, aux obligations citoyennes. Bon, voilà, donc ça peut être des choses un petit peu originales parfois. En tout cas, l'idée, ça va être de voir comment vous réfléchissez en groupe. Donc ça va être de voir quelqu'un qui sait faire preuve d'assertivité. Donc ça veut dire que vous savez affirmer vos idées avec une certaine force de conviction, mais aussi sans écraser les autres, en écoutant les autres. Donc ça veut dire savoir s'affirmer, mais sans être en surplomb, savoir aussi ne pas être complètement transparent. Ça, c'est aussi important de savoir se positionner dans le groupe et de savoir aussi être la personne qui va permettre de dégager un consensus finalement. Puisque l'idée, c'est de voir quoi? Ça va être de voir si vous savez finalement vous insérer dans un collectif de travail et si vous savez délibérer collectivement. Parce que ce qui vous est demandé en tant que magistrat, bien souvent, ça va être de savoir de prendre une décision de manière collective. Donc ça va être assez intéressant de voir un petit peu comment vous vous comportez au sein d'un groupe. Donc, et là encore, ce sont des choses qui se préparent, même si ça peut sembler un petit peu impressionnant comme ça. Et après, donc, vous aurez l'entretien individuel avec le jury, donc avec un petit exposé sur un sujet de culture générale, un tiré au sort, là encore une préparation sur tous ces sujets qui peuvent tomber. Vous échangez avec le jury. Alors là, il va y avoir vraiment la question de la motivation. Pourquoi vous voulez devenir magistrat? Qu'est-ce que vous connaissez du métier de magistrat? D'où l'importance aussi d'avoir eu des premiers contacts avec les juridictions, d'avoir été voir comment ça se passait dans les tribunaux, d'avoir pu faire 1 ou 2 stages, de vous être intéressé au métier, pourquoi pas d'avoir été assistant de justice. Vous savez qu'à partir du Master 2, vous pouvez postuler pour devenir assistant de justice dans les tribunaux. Ça vous permet d'ores et déjà de travailler avec des magistrats, de voir leur quotidien, de rédiger des décisions. Donc vous avez une approche beaucoup plus concrète du métier, c'est beaucoup moins hors sol que quand vous arrivez en disant pourquoi vous voulez être magistrat? Oui, c'est un beau métier, c'est varié, ça paye bien. Voilà. Au moins, vous avez un petit peu plus de répondants, vous pouvez faire part d'une expérience personnelle. Donc, c'est intéressant d'avoir déjà eu des liens avec la justice et la magistrature. Et vous aurez aussi une étape de débriefing sur la mise en situation collective, savoir comment vous l'avez vécu, comment vous avez l'impression d'avoir pu vous insérer dans le groupe, comment vous avez vécu la dynamique de groupe, la prise de décision collective. Voilà, donc c'est vraiment une façon d'apprécier aussi votre personnalité, votre ouverture sur les problèmes du monde contemporain et également de voir comment vous pouvez travailler dans une équipe, puisque au parquet, vous travaillerez en équipe, au siège, parfois aussi, vous travaillerez en équipe et puis vous serez amené à prendre des décisions collectivement. Alors, donc là, vous avez passé le concours, vous avez réussi l'écrit, vous avez réussi l'oral, donc et vous arrivez à l'école de la magistrature, vous êtes prêt à suivre une formation qui va durer 31 mois. Donc à ce stade, vous êtes rémunéré, vous êtes payé, comme je l'indiquais, à peu près 1 700 1 800 € par mois. Et vous allez donc démarrer votre formation. Donc vous allez démarrer votre formation début février 2026, si vous passez le concours en 2025, pour une prise de poste qui interviendra bien plus tard. Vous voyez que la formation est quand même très longue et c'est aussi l'avantage, puisque à l'issue, quand vous rentrez à l'école, vous sortez de l'université, vous êtes encore étudiant, puis vous verrez que vraiment à l'issue de cette formation,
voilà, vous saurez endosser le costume de magistrat. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très rassurant. Donc, on est très, très bien formé à l'école de la magistrature, hein, il faut le savoir. Donc, vous prendrez votre premier poste à peu près 2 ans et demi plus tard. Et donc, vous aurez d'ores et déjà un statut professionnel, hein, parce que quand vous arrivez à l'école, vous prêtez serment. Si ça vous intéresse, à aller voir la petite vidéo sur le site internet de l'ENM où vous verrez la prestation de serment des auditeurs de justice. Hein, c'est un moment qui est très émouvant. Hein. On a les plus hauts magistrats de France, hein, qui sont là pour cette prestation de serment qui intervient à Bordeaux. Et donc, vous allez, à partir de là, avoir une période d'études à l'école de la magistrature à Bordeaux. Donc, pour la formation initiale, c'est uniquement à Bordeaux, c'est pas à Paris. Paris s'occupe uniquement de la formation continue des magistrats et pas de la formation initiale. Et vous aurez aussi une grande partie de votre temps qui sera une période de stage. Alors, des stages qui ont des durées variées. Le plus gros de votre temps, vous le passerez dans un tribunal où vous serez en stage et vous allez passer sur toutes les fonctions que vous êtes susceptible d'exercer en premier poste et dont je vous ai parlé. Et vous serez également dans des organismes extérieurs qui sont en lien avec la justice, sont généralement des partenaires. Hein. Ça va être des stages dans les services d'enquête, les services pénitentiaires, les commissaires de justice. Voilà. Donc là, je vous ai repris un petit peu toute cette partie de la phase généraliste. Donc on a une première semaine d'immersion dans un tribunal. Alors, cette semaine, elle a été supprimée cette année sur la promo 2024. Hein. Donc c'est des choses qui évoluent parfois un petit peu, tout simplement parce qu'on s'est rendu compte que quasi tous les auditeurs de justice avaient déjà découvert ce qu'était un tribunal par le biais de stages, par le biais du travail d'assistant de justice, même des auditeurs qui avaient déjà été attachés de justice, donc qui connaissaient en tout cas ce milieu-là. Donc je ne sais pas si ça va être maintenu cette semaine d'immersion ou pas. Hein. Donc on verra. En fait, ça évolue un petit peu à la marge chaque année, mais le plus gros reste le même, on va dire. Donc, il y a un stage de 2 semaines police-gendarmerie. Vous allez découvrir comment fonctionnent les services d'enquête. Hein. Vous allez pouvoir aller sur le terrain, tourner avec la BAC, assister à des interrogatoires pendant les gardes à vue. Donc, c'est une période qui est assez passionnante, je trouve. Vous allez ensuite partir assez longtemps en stage dans un cabinet d'avocats. Donc ça, c'est intéressant parce que ça vous permet de voir l'autre côté, en fait. Parce que quand vous serez magistrat, vous aurez devant vous sans cesse des avocats. Donc ça vous permet de connaître un petit peu leurs impératifs aussi, leur mode de fonctionnement et de savoir comment fonctionne un cabinet d'avocats. Vous pourrez aussi plaider à cette occasion devant les tribunaux. En tant que magistrat, c'est toujours un moment que je trouve assez émouvant, finalement, de voir nos auditeurs de justice qui arrivent et qui plaident dans le rôle de l'avocat et qui le font, a priori, pour la seule fois de leur carrière professionnelle, à moins qu'ils décident à un moment donné d'abandonner la magistrature pour devenir avocat, hein, parce que tout est toujours possible. Hein. À l'issue donc de ces premiers stages, va débuter une période d'études qui dure 30 semaines. Donc là, vous êtes à l'école de la magistrature et vous allez apprendre vraiment les techniques du métier de magistrat. Donc c'est une école d'application, donc il n'est plus question d'apprendre, d'avoir des cours de droit civil ou de droit pénal, hein, c'est plus le sujet. Donc vous aurez des conférences transversales hein, sur le domaine de la magistrature, sur l'acte de juger, sur les autopsies, vous aurez tout un tas de choses hein, sur l'aspect médico-légal, sur l'aspect psychologique également. Donc c'est vraiment des conférences transversales, mais généralement ce ne sont plus des cours de droit. En tout cas, on estime que ça, vous avez le bagage nécessaire. Et on va vous apprendre à tenir une audience, on va vous apprendre à rédiger un jugement, rédiger un réquisitoire définitif, une ordonnance de renvoi devant un tribunal, à prendre des réquisitions devant un tribunal. On va être vraiment sur des techniques métiers. Hein. Donc c'est une école d'application et vous allez travailler souvent sous forme de petites classes qu'on appelle les directions d'études sur chaque type de fonction que vous serez amené à faire en premier poste. Donc, vous allez avoir des directions d'études, juge aux affaires familiales, direction d'études parquet, juge des enfants, juge d'application des peines. Voilà. Et puis vous allez faire des simulations d'audience hein, pour vous entraîner un petit peu avant d'arriver en stage dans une juridiction. Donc vous ferez aussi un stage pénitentiaire, c'est un stage qui dure 2 semaines. Vous aurez l'uniforme du gardien de prison et vous tournerez avec les gardiens de prison pour voir un petit peu comment ça se passe au quotidien dans une prison, hein, ce qui est quand même particulièrement intéressant vu qu'on sait les liens que nous avons avec le milieu pénitentiaire.
Le plus gros de votre période de stage, ce sera le stage en juridiction. Et là, vous allez passer plusieurs semaines sur toutes les fonctions que vous allez exercer en premier poste pour vérifier que vous êtes apte à exercer ces fonctions. Donc, ce stage, il est probatoire. Donc, ça veut dire, et c'est à ce moment-là que moi, j'interviens, en fait, en lien avec les maîtres de stage. Sur chaque fonction, il faut pouvoir vérifier que vous êtes apte à exercer cette fonction. Donc, à l'issue de chaque stage, il y a une évaluation qui est faite. Au-delà de ça, moi, je viens voir les auditeurs de justice 3 fois au cours de leur scolarité pour les évaluer en audience. Donc, je les regarde présider une audience pénale, présider une audience de juge aux affaires familiales et prendre des réquisitions dans le rôle du parquet. Et je leur mets 3 notes et ça va constituer leur note de stage qui va intervenir pour leur classement à la fin. Puisque à la fin, il faut classer tout le monde pour le choix des postes. Vu qu'il y a beaucoup de monde, il y a une grande liste de postes, donc ce n'est pas forcément très satisfaisant d'encore mettre des notes à ce stade-là, mais bon, il faut bien classer les gens et donc avoir des notes pour les différencier. Mais le plus important, ça restera quand même l'aptitude, qu'on soit bien classé ou pas. À la fin, on deviendra magistrat si on est apte à exercer toutes les fonctions de magistrat. On a également des stages auprès des partenaires. Je vous parlais des commissaires de justice. Vous savez, ils sont en charge de l'exécution des décisions de justice, donc très important. La PJJ, protection judiciaire de la jeunesse, qui intervient notamment largement auprès des mineurs, un gros partenaire du juge des enfants, la PJJ. Et le SPIP, service pénitentiaire d'insertion et de probation, qui intervient beaucoup auprès des juges d'application des peines pour le suivi des probationnaires et également dans la démarche de réinsertion. Vous aurez également tout un tas de stages extérieurs, un petit peu avec les partenaires, dans d'autres institutions. Alors, il y a eu des stages à l'étranger, là on en fait moins pour des raisons budgétaires, mais vous aurez l'occasion d'aller par exemple dans des hôpitaux, dans des ambassades, dans d'autres ministères pour voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc l'idée, c'est aussi de faire des ponts avec les autres métiers de la haute fonction publique, puisque là maintenant, l'idée, c'est que toutes les écoles de la haute fonction publique, que ce soit l'INSP, que ce soit également l'école qui forme au métier de directeur d'hôpital. Donc l'idée, c'est qu'il y ait vraiment des passerelles aussi entre tous ces métiers, qu'on puisse faire des détachements aussi au cours de sa carrière dans les différents métiers. Donc l'idée, c'est de vous faire découvrir tout ça pour parfois allumer des petites lumières et vous dire « Ah bah tiens, j'aimerais vraiment beaucoup faire cette fonction au cours de ma carrière » et de pouvoir après vous profiler aussi dans le cadre de votre métier en vous disant bah, « Tiens, j'ai cet objectif un jour, par exemple, de devenir directeur d'hôpital, je garde ça en tête, ou de devenir juge financier à la Cour des comptes ou juge administratif. » Ça, c'est des détachements qui sont possibles au cours de votre carrière de magistrat judiciaire. Donc, une fois que vous aurez terminé toute cette phase initiale, vous serez classé et puis vous choisirez votre poste. Donc, vous savez, par exemple, que vous devenez juge des enfants à Dunkerque, par exemple. Donc, à l'issue de la période de choix des postes. Et là, vous allez vous préparer spécifiquement à cette première fonction. J'ai pris comme exemple juge des enfants à Dunkerque. Donc, vous allez faire une préparation à ces premières fonctions. Vous allez, pendant 4 semaines à l'école de la magistrature, vraiment approfondir vos connaissances théoriques sur la fonction de juge des enfants. Et après, donc, vous allez faire un petit tour en cour d'appel pour voir comment ça se passe. Donc là aussi, c'est dans l'idée un jour de pouvoir exercer en cour d'appel. Donc sur la promo 2024, ils feront même 2 semaines de stage en cour d'appel, puisque là, il y a une réforme qui va intervenir, qui permettra aux jeunes magistrats, au bout de 4 ans, d'aller exercer en cour d'appel. Donc là, il y a des petites réformes aussi et des petits enjeux au niveau de nos procureurs généraux et de nos premiers présidents. Mais en tout cas, il faut savoir que vous retournez également en juridiction, et ce pour 12 semaines, pour vraiment vous entraîner sur votre premier poste. Donc là, ça veut dire que vous allez monter en puissance et que vraiment, vous allez vous mettre dans la peau d'un magistrat qui va exercer cette fonction-là. Donc vous allez prendre des audiences en entier, rédiger des audiences en entier, prendre des tribunaux pour enfants en entier. Vous allez également présider un tribunal criminel pour mineurs. Enfin voilà, vous allez vraiment vous mettre dans la peau du juge des enfants pour monter en puissance et pour être parfaitement prêt, puisqu'il faut savoir qu'à l'issue de cette formation, là, vous allez vous sentir vraiment prêt
vraiment prêt pour vos premières fonctions, vous aurez un mois de vacances bien mérité au mois d'août. Et dès le 1er septembre, vous pourrez vous lancer dans vos premières fonctions. Et là, vous vous sentirez pleinement prêt et légitime à les exercer. En tout cas, c'est vraiment comme ça que les auditeurs de justice nous le disent. C'est qu'au bout d'un moment, ils nous disent, là, le stage, c'est super, on apprend plein de choses, mais là, maintenant, on a envie d'y aller, quoi. On a vraiment envie de se lancer. Donc voilà, pour vous inscrire au concours cette année, c'est aujourd'hui, la date butoir à 17h. Donc il vous reste un tout petit peu de temps après ma conférence si vraiment vous voulez vous inscrire au concours cette année, si vous vous sentez prêt. Sinon, vous attendez l'année suivante. Elle aura peut-être un tout petit peu moins de place l'année suivante, mais à mon avis, il y en aura encore beaucoup, parce que là, on est quand même dans une phase de recrutement massif. Donc n'hésitez pas en tout cas à tenter ce concours. C'est vraiment un métier formidable, des opportunités formidables. Et il n'y a aucun métier, à ma connaissance, qui ressemble à ça. Donc en tout cas, si vraiment ça vous tente, lancez-vous. Et si ça ne marche pas avec le premier concours du premier coup, passez-le 2 fois, passez-le 3 fois. Si finalement ça ne marche pas, faites autre chose et repassez-le après. Parce qu'il y a plein de passerelles aussi qui permettent d'accéder à la magistrature. Donc en tout cas, moi je vous incite vraiment à vous lancer dans cette aventure si c'est quelque chose qui vous intéresse. Voilà, donc je vous remercie pour votre attention. Merci à tous. Voilà, est-ce que vous avez des questions, puisque je suis là aussi pour répondre à vos questions? Oui. Que pensez-vous du fait de faire une prépa privée pendant le Master 1 ou le Master 2, afin de ne pas perdre une année après le Master 2? Oui, alors vous pouvez le faire également. Vous pouvez faire votre prépa en même temps que, alors généralement le Master 2 plutôt, puisque souvent les gens passent le concours au Master 2. Par contre, il faut savoir qu'une prépa, c'est beaucoup de travail. Si vous voulez vraiment faire la prépa, c'est quasi un temps plein. Les étudiants de la classe prépa talent, on n'arrive pas à glisser 2 heures dans leur emploi du temps pour faire la conférence avec les auditeurs de justice. Donc c'est vraiment un temps plein. Donc à la limite, si vous avez l'impression que votre Master 2, c'est un petit peu léger et que vous avez du temps, faites la prépa en même temps et vous pouvez essayer de passer le concours une première fois pour voir ce que ça donne. Parfois, ça peut marcher, c'est possible. Après, il faut savoir qu'il y a quand même beaucoup à réviser et qu'il va falloir déployer une grosse force de travail et que ça va être très exigeant. Une prépa de concours ENM, c'est une année de prépa, donc c'est quasi un temps plein. Donc, si vous avez une grosse puissance de travail, allez-y. Mais voilà, sachez qu'en tout cas, il y a des gens qui s'y préparent en ne faisant que ça pendant 1 an. Oui. Alors oui, alors forcément ça nécessite qu'ils bachotent beaucoup. Alors souvent ce sont des gens qui passent par des prépas également et qui suivent des cours par correspondance aussi, donc qui reçoivent des cours. Après, ce sont parfois des gens qui ont une approche un peu différente. Je vous parlais de mon prof de philo, là, qui était... Puis c'était intéressant, finalement, la vision qu'il avait. On a parfois des sociologues. C'est des gens qui ont parfois une maturité, une approche différente. Donc, finalement, avec la culture du droit qu'ils vont avoir par leurs études par correspondance et cette petite plus-value qu'ils ont liée à leur autre cursus, c'est parfois des gens aussi qui peuvent réussir, mais ça ne l'empêche pas qu'ils doivent beaucoup travailler la matière juridique pour se remettre à niveau. Mais ça, c'est vrai aussi pour ceux qui font des cursus Sciences Po, parce qu'on en a pas mal qui font Sciences Po et qui après passent le concours de la magistrature, et ils ont une grosse marge de remise à niveau sur les matières juridiques. Mais après, quand on a une grosse capacité de travail, qu'on se fait un planning de travail et qu'on s'y tient, c'est complètement faisable. Mais ça nécessite effectivement... un gros investissement, mais ça leur permet d'avoir une carte en plus et finalement c'est pas inintéressant. Vous aviez une autre question aussi? Oui. J'avais une question par rapport au stage. Une fois qu'on a renseignement par rapport à la recherche de stage, est-ce que c'est l'école qui nous affecte à des stages ou la recherche? Oui, c'est l'école en fait. Après, alors pour le choix du stage juridictionnel, la répartition se fait entre les étudiants de la promo. Alors c'est toujours un moment où il y a des tensions, des tractations, donc il y a globalement des priorités familiales.
Et après, donc, il y a des incompatibilités aussi, hein, des gens qui ont été anciens avocats, qui ne peuvent pas être en stage sur leur ressort. Enfin, c'est toujours un moment de tractation un petit peu difficile, mais ça se fait toujours à l'amiable, hein, globalement. Et pour tous les petits stages, police, enquête, etc., pénitentiaire, ça c'est vraiment l'école qui s'occupe de tout, hein. Donc vous n'avez à chercher aucun de vos stages, en fait, hein, une fois que vous êtes à l'école. Vous avez d'autres questions? Oui? Oui, bonjour madame. J'avais une question concernant la préparation au concours de l'ENM. Qu'est-ce qui est le plus recommandé entre les prépas publics, les prépas privés, les IEJ, les TSP? Alors, je ne peux pas faire de pub pour les prépas privés, hein, parce que enfin, voilà, ce n'est pas mon rôle. Après, les IEJ, généralement, c'est quand même pas suffisant. Moi, je remarque que ce qui marche bien sont les prépas Sciences Po, hein, elles marchent très très bien. Je sais que la Sorbonne aussi a fait une prépa qui était d'un très très bon niveau, là, qui marche très très bien. Après, il y a des prépas privés, hein, effectivement. Il y a des masters qui intègrent des préparations, notamment le master Sciences Po. Je sais que le master de Rennes aussi intègre un versant préparation magistrature. Mais après, ce sont des cursus qui sont aussi sélectifs. Donc après, on n'a pas toujours ce qu'on veut. Et dans ce cas-là, moi, je trouve que ce système de prépa privé, finalement, qui est proposé par un certain nombre d'organismes qui sont assez connus pour ça et qui font suffisamment de pub pour dire leurs très bons résultats. Finalement, c'est bien quand on n'est pas pris dans la prépa qu'on voudrait à Sciences Po ou dans le master qui prépare comme on veut. Elles permettent d'avoir des préparations d'excellente qualité. Et moi, je trouve que l'avantage, c'est qu'elles proposent du présentiel et du distanciel. Elles proposent des systèmes de cours du soir, de cours le week-end ou pendant les vacances. Donc finalement, ça vous permet d'avoir une souplesse aussi qui est intéressante, les prépas privés. Après, ça coûte de l'argent, hein. Je ne peux pas vous dire exactement combien, mais je pense qu'il y a aussi un ticket d'entrée qui est pas complètement négligeable. Mais c'est un beau complément finalement du reste, et ça permet aussi d'accéder à la magistrature dans de très très bonnes conditions. Ils ont de très bons résultats, hein. Et après, pour ceux qui relèvent des critères sociaux et qui ont un bon dossier, les classes prépa talent, c'est formidable. Enfin, forcément, ça marche extrêmement bien. Et notamment celle de Douai, qui est celle que je connais le mieux, hein, a d'excellents résultats. On a un système de tutorat avec les magistrats de la cour d'appel qui fonctionne très très bien et qui permet aussi d'avoir des stages d'immersion en juridiction. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Pas d'autres questions? Pas d'autres questions? Non? Bon, moi j'ai dû être claire. Mais en tout cas, n'hésitez pas à venir me voir à la fin de la conférence, hein, si vous avez d'autres questions. J'ai des petits dépliants aussi sur le premier concours avec, qui reprend tout le programme, hein, qui va vous permettre de faire un magnifique calendrier de révision. Donc n'hésitez pas à venir en prendre, en tout cas si ça vous intéresse. Merci à vous.